C'était au tout début d'octobre 2003. Je m'en souviens parce que les feuilles commençaient à tomber drues dans le jardin et qu'il avait plu sans relâche toute la semaine. Cette grisaille humide et têtue qu'on ne connaît vraiment que dans le nord-ouest Pacifique. Je vivais seule avec mon petit frère Sam, qui avait 13 ans. Notre mère travaillait de nuit à Everett, un poste provisoire qui l'éloignait de 18h à 7h du matin, 5 soirs par semaine. J'avais 17 ans, censée être responsable, alors que je n'arrivais même pas à me tenir debout dans ma propre vie. La maison n'était qu'une location, de plain-pied, bardage beige, allée tachée de rouille, au bout d'une impasse, près de Little Mountain Road. Par temps clair, on apercevait les contreforts des cascades. Mais cette semaine-là, le ciel ne s'était jamais ouvert. Tout était noyé de brume, comme si nous vivions à l'intérieur d'un souffle. Les faits que je vais raconter se sont produits un jeudi soir, ou plutôt tôt, vendredi matin, vers 2h30. Je ne m'étais pas encore couchée. Sam dormait depuis longtemps déjà, lessivé par une soirée d'Xbox et de pizza surgelée. J'étais dans le salon, un plaid sur les épaules, à demi attentif à une rediffusion sur Comedy Central, le son au minimum. La seule autre lueur venait du cadran vert du four, à travers la pièce. Je n'ai pas entendu le premier coup. C'était à peine perceptible, comme quelque chose de sec et léger, effleurant la porte plus qu'un vrai coup frappé. J'ai cru d'abord au vent, mais non. Cette nuit-là, pas le moindre souffle, rien qu'un silence épais et mouillé, ce silence qui étouffe jusqu'à votre propre respiration. Le deuxième coup fut plus net, 3 petits tapotements, lents, espacés, ni agressifs, ni hésitants. J'ai mis la télé sur pause, immobile, le plaid glissant de mes bras. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas marché droit jusqu'à la porte. Quelque chose m'en a retenu. Pas la peur exactement, plutôt une lourdeur, comme si l'air s'était soudain épaissi autour de moi. Puis il y eut ce son qui m'a glacé les entrailles. Une voix douce, adolescente peut-être, parlait juste assez fort pour être entendue. Elle prononça mon prénom, pas mon surnom. Pas le diminutif qu'utilisait ma famille ou mes amis. Mon prénom entier, celui de mon acte de naissance, que personne n'employait jamais, pas même ma mère quand elle me grondait. Je me suis levée trop vite, manquant trébucher dans le plaid. J'ai avancé vers la porte, puis me suis arrêtée à mi-chemin, soudain incapable de comprendre ce que j'étais censée faire. Celui qui était dehors connaissait mon nom. Et il ne le murmurait pas. Il le prononçait. Plat, lisse, sans aucune inflexion. Je suis restée plantée là, à demi dans l'ombre, fixant la porte d'entrée comme si elle pouvait s'ouvrir toute seule. Alors, on frappa de nouveau. 3 coups, les mêmes, parfaitement espacés, comme un métronome. Cette fois, la voix dit « Laissez-nous entrer ». Nous. Je n'avais pourtant entendu qu'une seule voix. Et pourtant, maintenant, c'était évident. Ils étaient 2. La voix qui avait prononcé mon nom n'était pas la même que celle qui venait de parler. Aucune ne sonnait naturelle. C'était comme s'ils imitaient la parole humaine, sans jamais en avoir appris la cadence ni l'émotion. Juste un ton plat, une diction impeccable, un rythme sans faille. Comme quelqu'un lisant un texte monotone sans comprendre ce qu'il dit. J'ai reculé d'un pas. Il y avait une fenêtre étroite à côté de la porte, verticale, à peine 15 cm de large, avec un motif de verre dépoli. Impossible de distinguer des visages, seulement des ombres. Je me suis penchée juste assez pour jeter un coup d'œil, pas assez pour être vue. 2 silhouettes se tenaient sur le perron. Petites, peut-être des enfants, peut-être pas. Elles ne bougeaient pas, pas de balancement, pas de transfert de poids, pas même un souffle visible. Simplement figé, immobile. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas bougé. Ils ont répété mon nom. Cette fois, les 2 voix en même temps. L'air a semblé chuter de 10 degrés. Une lourdeur s'est abattue sur la maison. Je sais que cela paraît insensé, mais c'était comme si les murs eux-mêmes absorbaient le son, étouffant tout. Plus un craquement, plus le moindre bruit de circulation, pas même le ronronnement du frigo.
un silence si profond qu'il en bourdonnait presque dans mes oreilles. Puis survint un troisième coup, différent, pas sur la porte, sur la fenêtre du salon, derrière moi. Je me suis retournée si vite que j'ai failli tomber. Mon cœur cognait. Personne n'aurait dû se trouver là. Le perron était devant. Pour atteindre cette fenêtre latérale, il fallait traverser le gravier détrempé, sans aller, sans raison. Je me suis précipitée dans la chambre de Sam. Je ne savais pas ce que j'espérais faire, mais je devais vérifier qu'il allait bien. Il dormait profondément, paisible sous sa couette. Je ne l'ai pas réveillé. L'idée même qu'il prenne conscience de ce qui se passait me paraissait dangereuse, comme si cela donnait plus de pouvoir à ce qui nous encerclait. Je suis restée là, le cœur affolé, incapable de décider. Puis la voix est revenue, pas devant, pas à la fenêtre latérale, derrière la maison, claire, distincte, juste au-delà de la porte arrière, une voix inconnue, mais qui savait exactement qui j'étais. Elle a dit, d'un ton parfaitement calme, « Nous te voyons ». Je n'ai pas bougé, j'en étais incapable. Puis il y eut le déclic métallique de la poignée, comme si quelqu'un l'essayait doucement, sans forcer. Je suis sortie de ma torpeur et j'ai couru vers la cuisine. Cette porte était toujours verrouillée. Toujours. J'ai saisi la première chose à porter, une poêle en fonte, et me suis campée à quelques pas, la respiration haletante. Plus un son, pendant 1 minute entière, puis un ultime coup, pas sur la porte, sur la vitre, la petite fenêtre au-dessus de l'évier. Un tapotement sec, précis, comme si quelqu'un avait frappé d'un seul doigt pour signaler sa présence. Je n'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Je savais que si je regardais, quelque chose basculerait, que je verrais ce qu'il ne fallait pas voir. Alors je me suis accroupie derrière le comptoir, le dos contre les placards, la poêle serrée si fort que mes phalanges blanchissaient. Le silence est retombé. Les minutes ont filé, ou davantage, je ne sais plus. Le temps n'avait plus de consistance. Finalement, je suis retournée dans la chambre de Sam et me suis assis par terre, genoux repliés contre ma poitrine. Je n'ai pas dormi. Quand le soleil s'est enfin levé, l'air dans la maison paraissait plus léger, comme si tout s'était dissipé. J'ai vérifié portes et fenêtres. Rien de cassé, pas de traces de pas. Rien, sauf une étrange marque sur la vitre de la cuisine, comme si quelqu'un y avait appuyé son front. J'ai effacé d'un coup de chiffon l'empreinte qui, étrangement, ressemblait à un visage d'enfant. Nous n'en avons jamais parlé. Je n'ai rien dit à Sam. Pas même à ma mère, quand elle est rentrée ce matin-là. Je n'aurais pas su l'expliquer, pas d'une façon qui paraisse sensée, mais je l'ai gardé en moi, la voix, le calme, la lourdeur dans l'air. Cette certitude absolue, au plus profond de mes os, ce qui était dehors cette nuit-là n'était pas humain, pas un masque, pas une imitation. Autre chose, en attente, et ils avaient mon nom. J'ai déménagé 3 fois depuis, changé de ville, changé de côte. Mais je n'ouvre plus jamais quand on frappe après minuit. Peu importe si j'attends quelqu'un. S'ils ne se présentent pas, si je ne vois pas leurs yeux à travers le Judas, de vrais yeux, normaux, humains, je n'ouvre pas. Parce que je sais ce qui arrive quand quelque chose qui ne devrait pas connaître votre nom se met à vous chercher. Et je sais qu'ils sont encore là, en attente.